Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment piloter un moteur à courant continu. Je vous parlerai de transistors, de pont H, de signal PWM et nous verrons comment mettre cela en pratique et ce sera déjà pas mal, non? Alors installez-vous confortablement et bonne vidéo. Le transistor fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Il y en a de partout. Inventé par des chercheurs des laboratoires Bell en 1947 et baptisé transistor en 1948, il est venu remplacer les tubes électroniques, ou lampes. Bon, l'histoire c'est bien, mais à quoi ça sert ce machin? Eh bien, à énormément de choses, et ce serait bien trop long de détailler tous les usages possibles. Nous retiendrons donc dans les grandes lignes qu'il va nous permettre d'amplifier un signal, ou encore de réaliser des opérations logiques en commutation. Et oui, comme le processeur de votre ordinateur, il y a des millions de ces petites bestioles qui communiquent entre elles. Il existe plusieurs types de transistors, mais nous allons nous concentrer seulement sur les transistors bipolaires et à effet de champ, MOSFET, sans trop rentrer dans les détails techniques non plus et rester sur une approche simple et compréhensible. Le comportement du transistor peut être assimilé à un interrupteur. Quand il est allumé, il laisse passer le courant, on dit qu'il est saturé, et quand il est éteint, il le bloque, on dit donc qu'il est bloqué. Prenons un transistor bipolaire. Nous avons trois pattes, B pour la base, C pour le collecteur et E pour l'émetteur. Il existe deux types de transistors bipolaires, NPN et PNP, qui font référence à leur jonction interne. Voici un petit schéma pour illustrer cela. La flèche dans le schéma représente le sens du courant. Pour facilement identifier le type de transistor dans un schéma, vous pouvez vous dire, dans le cas du NPN, nous pouvons prendre le N et le P pour dire « ne passe pas », en référence à la flèche du courant qui sort du transistor. Et le premier P du PNP pour passe, car la flèche passe dans le transistor. C'est un petit moyen mémotechnique pour identifier rapidement le type d'un transistor bipolaire. Un transistor bipolaire est commandé par une source de courant sur sa base. Pour rester simple, un transistor NPN est dit saturé, donc passant, avec un courant positif sur sa base. Et donc c'est l'inverse avec un transistor PNP qui sera lui bloqué si on lui applique un courant positif sur sa base. Voici un schéma avec un transistor NPN, un interrupteur, une résistance et une lampe. Si mon interrupteur est en position basse, donc vers la masse de mon circuit, le courant sur la base du transistor sera nul. Le transistor sera donc dans un état bloqué et ne laissera pas passer le courant entre le collecteur et l'émetteur. Si maintenant je mets l'interrupteur en position haute, donc vers le VCC de mon circuit, il y aura un courant positif sur la base. Le transistor sera donc dans un état saturé et laissera donc passer le courant entre le collecteur et l'émetteur. Ma lampe sera donc allumée. La résistance R1 est utilisée pour limiter le courant sur la base du transistor, afin de ne pas le détruire. Mais je ne rentrerai pas ici dans le calcul de cette résistance, car cela est propre à chaque transistor et montage. Il faudra tout simplement utiliser la loi d'Ohm, déjà vue dans de précédentes vidéos. Voyons maintenant le transistor MOSFET. Lui aussi a trois pattes. G pour la grille ou le gate, D pour le drain et S pour la source. Les transistors MOSFET sont pilotés par une source de tension. Ils sont de parfaits candidats en électronique de puissance pour leur commutation rapide et un fonctionnement linéaire. Ils nécessitent peu de puissance pour leur commande, contrairement à un transistor bipolaire. Ils sont donc très intéressants dans l'électronique de puissance et donc pour contrôler des moteurs, entre autres. Il existe deux types de MOSFET, les NMOS, canal N, et les PMOS, canal P. Je vous parlerai ici des NMOS. Voici donc un schéma avec une carte Arduino. Un MOSFET NMOS, compatible avec des niveaux logiques sur la grille, donc compris entre 0 et 5 volts, j'utilise un IRL 520 PBF, une résistance de pull-down pour forcer la grille à l'état bas en absence de potentiel sur la sortie de l'Arduino, une diode de roue libre, j'y reviendrai plus tard, et un moteur alimenté en 6 volts. Si j'applique une tension de 5 volts sur la grille de mon MOSFET, celui-ci sera passant entre le drain et la source. Mon moteur tournera. À l'inverse, si j'applique une tension de 0 volts, mon moteur ne sera plus alimenté. Vous allez me dire, mais pourquoi ne pas brancher directement le moteur sur une sortie de l'Arduino? Tout simplement car les sorties de l'Arduino sont limitées en courant, de l'ordre de 40 mA par sortie, et ne sont donc pas faites pour délivrer beaucoup de puissance, environ 0,2 watts, 40 mA x 5 volts. De plus, nous serions limités à 5 volts et vous pourriez très bien avoir besoin d'une tension supérieure, 12 volts, 24 volts, etc. Et c'est donc là que le transistor rentre en jeu. Il va nous permettre de piloter une charge externe, moteur, lampe, bandeau LED, ce que vous voulez, avec des tensions et un courant bien supérieur à ce que peut délivrer l'Arduino. Voilà pour cette petite introduction sur les transistors, très simplifiée, mais suffisante à ce stade.
Utiliser un transistor pour piloter un moteur, c'est déjà une bonne chose. Mais comme vous avez pu le remarquer, notre moteur pourra tourner que dans un sens. Bien embêtant dans le cas d'un robot mobile, où nous aurons aussi besoin de pouvoir contrôler le sens de rotation du moteur. Et c'est là que le pont en H rentre en jeu. Salut! Le pont en H est composé de 4 transistors et va nous permettre de contrôler la polarité aux bornes d'un dipôle. Dans notre cas, le moteur. Un petit schéma de pont H pour bien voir son fonctionnement, où j'ai remplacé les transistors par des interrupteurs pour simplifier la compréhension. Si je ferme S1 et S4, mon plus sera sur la borne gauche du moteur. Il tournera donc dans un sens. Si maintenant je ferme S3 et S2, mon plus sera sur la borne droite du moteur. Et donc, mon moteur tournera dans l'autre sens. Logique, non? Le pont H va donc nous permettre d'inverser le sens de rotation en inversant le sens du courant. Comme si j'avais directement inversé les fils connectés aux bornes du moteur. Si je laisse tous les transistors ouverts, mon moteur sera en roue libre. Et si je ferme S1 et S2, ou S3 et S4, cela va effectuer un freinage magnétique en court-circuitant les deux pôles du moteur, ce qui va le bloquer et donc l'empêcher de tourner. Il faut cependant que le pont en H soit suffisamment dimensionné pour dissiper la puissance générée. Nous pouvons donc contrôler l'ouverture et la fermeture des transistors au niveau du programme, pour définir le sens de rotation de notre moteur. Voyons un schéma de câblage du pont en H. Pour faire un pont en H, il vous faudra donc au minimum 4 transistors canal N et 4 diodes de roue libre qui sont utilisées pour éviter d'avoir du courant dans les transistors quand le moteur tourne en roue libre. Et oui, car si l'on fait tourner le moteur à la main, ou tout simplement quand il continue de tourner après avoir été arrêté, celui-ci va générer du courant. C'est le principe de la dynamo ou encore des génératrices dans les centrales hydroélectroniques, dans les éoliennes, etc. D'ailleurs, avec un petit montage en plus, nous pourrions récupérer cette énergie pour la stocker. C'est ce qu'on appelle un freinage régénératif. Et c'est ce principe qu'utilisent les voitures électriques. Quand vous freinez, le moteur n'est plus alimenté, mais continue de tourner. Et donc il génère de l'énergie qui est ensuite stockée dans les batteries. Bon, et dans la pratique, vous pourriez très bien faire vos propres ponts H avec des MOSFET et tout ce qui va autour. Transistors, portes logiques, et j'en passe. Mais ça devient complexe, non? Et vous allez me dire, tu as bien une solution plus simple pour nous. Et ça tombe bien, j'en ai une, même plusieurs. Les fabricants ont pensé à tout, et nous mettent à disposition des circuits tout en un, dont le très célèbre L298, qui nous propose 2 ponts H, avec la possibilité de piloter 2 moteurs jusqu'à 2 ampères par pont, avec une tension maximum de 46 volts, ce qui est largement suffisant pour les petits robots ou projets qui ne demandent pas énormément de courant. Et si vous avez besoin d'avoir plus de courant, il existe aussi des cartes à base de MOSFET, comme celle que j'utilise assez souvent, qui permet d'avoir 10 ampères par pont. Mais restons pour le moment sur ce L298, en regardant le détail de son diagramme interne. Nous retrouvons bien 2 ponts H, avec 4 transistors NPN et 4 portes logiques par pont, dont 2 portes et 2 portes et avec une entrée inversée, représentée par le petit rond. Je ne vais pas rentrer dans le détail des portes logiques dans cet épisode, nous allons juste voir ce qu'il se passe en fonction des niveaux appliqués sur IN1, IN2 et ENA, avec ce petit tableau. Nous utiliserons donc IN1 et IN2 pour contrôler le sens de rotation du moteur, et nous enverrons sur ENA le signal PWM depuis la carte Arduino. D'ailleurs, venons-en à ce signal PWM. Le signal PWM pour Pulse Width Modulation, ou en français MLI, pour modulation de largeur d'impulsion, est un signal carré dont on fait varier le rapport cyclique à une fréquence donnée. Voilà, merci. Je vais quand même vous en dire un peu plus. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, où nous avons fait varier l'intensité d'une LED. Ce signal va donc nous permettre de faire varier artificiellement la tension, en changeant très rapidement l'état de la sortie. Pour expliquer cela, voyons l'exemple d'un signal PWM. Nous avons une période de 10 millisecondes, soit une fréquence de 100 Hz. 1 divisé par 0,01 secondes. Si mon rapport cyclique est de 50%, le signal sera à l'état haut pendant 5 millisecondes et à l'état bas pendant aussi 5 millisecondes. Ma tension moyenne sera donc divisée par 2. Dans le cas d'une LED, celle-ci sera donc alternativement allumée et éteinte très rapidement. Notre persistance rétinienne nous donnera l'impression que la LED est donc toujours allumée, mais avec des intensités différentes. Le rapport cyclique peut donc varier de 0 à 100%. Je vous montre un petit programme que vous pouvez retrouver dans la description ou sur le Discord de la chaîne, pour vous amuser à faire varier la fréquence du signal PWM et de voir l'effet visuel sur une LED, en mettant une période lente de 1 seconde et plus rapide de 10 millisecondes par exemple. Je n'utilise volontairement pas la fonction Arduino pour générer le signal PWM, afin de bien comprendre le fonctionnement de ce signal. Regardons avec l'oscilloscope le signal que nous génère l'Arduino, avec une période de 20 millisecondes et donc d'une fréquence de
1 divisé par 0,02, soit 50 Hz, dont je vais faire varier le rapport cyclique avec un potentiomètre. Concernant l'Arduino, nous utiliserons la fonction analog write. Attention cependant, toutes les broches ne sont pas utilisables avec cette fonction. Dans le cas de l'Arduino Uno, Nano et Mini, ce sera les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11. Les broches 5 et 6 génèrent un signal PWM d'une fréquence de 980 Hz et de 490 Hz pour les autres. Pour notre exemple, nous utiliserons un pont en H L298N, un moteur à courant continu de 6 volts et un potentiomètre pour faire varier le rapport cyclique du signal PWM. Je vous mets le programme et le schéma de câblage dans la description et aussi sur le Discord de la chaîne où vous pouvez retrouver l'ensemble des ressources déjà vues dans les précédentes vidéos. Regardons donc ce programme. Je vais donc vous expliquer rapidement le code pour faire avancer, reculer le moteur. Donc au début du code, nous allons déclarer les différentes broches, pins de l'Arduino que nous allons utiliser, donc le IN1, IN2 et ENA qui sont connectés au module L298N. Comme d'habitude, nous allons déclarer le potentiomètre sur la broche A0. Je vais déclarer quelques variables pour gérer le temps, les vers un petit peu plus bas, un petit enum pour déclarer les deux directions, une petite variable pour stocker la direction suivante, une fonction forward dans laquelle on va avoir du coup l'état in1 à l'état haut et la pin N2 à l'état bas. Le backward c'est la même chose mais on a inversé, c'est-à-dire que le in1 est à l'état bas et le in2 est à l'état haut. Une petite fonction pour le roue libre, c'est pour éviter de faire trop rapidement une marche avant, marche arrière, c'est-à-dire qu'on va faire une marche avant, on va mettre le moteur en roue libre pendant un petit délai et après on va faire la marche arrière. Ensuite on arrive à la fonction setup, classique, dans lequel on va déclarer le pin mode du in1, in2 et ENA, donc en sortie, et je vais forcer tout de suite le moteur en roue libre. Ensuite on se retrouve dans la fonction loop qui est un petit peu plus complexe, pas trop rentrer dans les détails, ça sera un petit peu à vous de voir un peu comment ça fonctionne. Donc on récupère la valeur du potentiomètre, on génère le signal PWM avec la fonction analog write, donc sur la pin ENA, et bien sûr on transforme la valeur de l'ADC qui est de 0 à 1023 en valeur de 0 à 255, qui sont donc compatibles avec la fonction analog write. Ici c'est une petite fonction au niveau, on va dire une fonction temporelle, c'est-à-dire que je vais prendre le temps actuel moins le temps où j'ai démarré, par exemple la marche avant et la marche arrière, et si c'est supérieur à mon mouvement mon délai de mouvement, la fonction va passer dedans. Si on ne fait pas comme ça, on ne pourrait pas modifier la valeur du signal PWM parce qu'on resterait bloqué. C'est-à-dire que si là je faisais forward et puis je mettais en dessous délai 500 millisecondes, et bien obligatoirement je serais bloqué ici dans le programme. Ça veut dire que si je viens tourner le potentiomètre, je ne passerai pas dans ces fonctions tant que le délai ne sera pas terminé. Ça perd tout son intérêt. Donc du coup ça permet ici de faire une fonction, on va dire non bloquante. Donc première chose, une fois qu'on rentre dans cette fonction, on va avoir le next direction, donc qui est du coup à forward, qui va donc passer ici. On va mettre en roue libre pendant 500 millisecondes. On va dire qu'on veut que le moteur tourne pendant 2 secondes. On va l'activer en marche avant. On va définir le start move, c'est-à-dire à quel moment a démarré le moteur. Et on va dire que la prochaine fois qu'on passe ici, on va aller en marche arrière. Donc la fonction va être appelée. Ça va attendre 2 secondes ici. Enfin, ça va attendre. Ça va passer. Ça passera pas dans le if, donc c'est-à-dire que la loupe va se passer, ça va lire le potentiomètre, écrire le PWM, si ici ça passe pas, on revient, on recommence, on recommence. Une fois que la condition est ok, là cette fois le next direction sera backward, donc on va aller ici, on va remettre en roue libre, définir un délai de 5 secondes, alors, on veut que le moteur tourne pendant 5 secondes en marche arrière, et puis même chose qu'en haut, sauf que cette fois on dira next direction, forward, etc. etc. Voilà pour le programme. Comme je vous l'ai dit, je vous le laisse dans le Discord et dans la description, et amusez-vous bien avec. Voilà pour ce gros chapitre où nous avons survolé les transistors, vu le fonctionnement du pont H, fait un tête-à-tête avec le signal PWM pour au final faire tourner un moteur. Rien que ça. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Je vous remercie grandement par avance, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé dès la publication d'une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!